Cette apparente cité fantôme symbolise bien le futur de Madagascar. Non pas que l'île Rouge se dépeuple, bien au contraire, mais la destruction systématique de sa forêt par des paysans sans ressources a fragilisé le mince substrat d'argile qui recouvrait son socle rocheux. Les pluies torrentielles tombent ici plusieurs mois par an. Elles ravinent à jamais un sol de latérite qu'aucune végétation ne peut plus retenir. Madagascar se vide ainsi de sa substance qui se déverse directement dans l'océan, conservant au passage quelques structures insolites, tels ces amphithéâtres en ruine dont le temps aura vite raison. Ici, la forêt ne descendra plus jusqu'à la mer. À court terme, l'île entière sera déshabillée de ses derniers lambeaux de couverture forestière. Cette dernière abritait pourtant des espèces animales et végétales venues directement de la préhistoire. Quelques massifs sont cependant, pour un temps encore, à l'abri de cette dégradation. Ce sont les derniers lieux de l'île inaccessibles aux hommes. Ces sanctuaires, tels cette immense formation de cathédrales aux flèches torturées, sont le refuge d'espèces parmi les plus curieuses de la planète. La vie s'est accrochée ici dans les Tsingy, ainsi que dans d'autres endroits impraticables de Madagascar, pour y occuper toutes les niches écologiques possibles. Cette vie s'est développée en autarcie totale pendant des millions d'années. Elle est devenue aussi étrange que les écrins qui la protégeaient. Les scientifiques, conscients que ces refuges de l'insolite ne resteront pas longtemps inexpugnables, profitent de ce maigre répit pour dresser l'inventaire le plus exhaustif des zones vierges de l'île Rouge. L'équipe D'où Soyez Nature va tenter de progresser dans quelques-uns de ces milieux difficiles en compagnie de plusieurs spécialistes des écosystèmes malgaches. La côte occidentale de la 4e plus grande île du monde est hérissée de ces vertigineux massifs calcaires venus du fond des océans. C'est au plus profond de celui de l'Ancarne, tout au nord de Madagascar, que Nicolas Hulot doit retrouver Lucie Lalorge, chef de mission au Muséum national d'histoire naturelle, pour qui ce site exceptionnel est loin d'avoir livré tous ses secrets. On a du mal à imaginer ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Je pense qu'on a surtout encore plus de mal à réaliser l'endroit exact où nous sommes. Et je pense à ce naturaliste français qui a été le premier à débarquer sur l'île, enfin le premier naturaliste français au XVIIIe siècle, Joseph Philibert Commerson, c'est un vrai nom d'explorateur. Il avait écrit cette formule à propos de la grande île, comme on l'appelait à l'époque. Madagascar est une véritable terre promise pour eux, les naturalistes. Je pense que le seul séjour qu'il avait effectué ici lui avait à l'époque pas permis de prendre la mesure exceptionnelle des richesses naturelles que l'île recélait. Et je pense qu'il était surtout à des années-lumière d'imaginer que de tels lieux puissent exister et qu'en vase clos, là aussi, la vie ait pu s'y développer avec une certaine excentricité à l'égal du reste de l'île. Je suis persuadé que si Darwin, par hasard, avait séjourné à Madagascar avant que d'aller aux Galapagos, il aurait trouvé là aussi, et peut-être même encore plus qu'aux Galapagos, foison d'indices et d'éléments démonstratifs qui lui auraient permis d'établir sa fameuse théorie de l'évolution. Bonsoir. D'où Soyez Nature, ce soir, va mener 3 expéditions, 2 à l'intérieur de l'île. La première dans le massif de l'Ancarne, cette zone, et croyez-moi, c'est un euphémisme inextricable, il faut vraiment avoir envie de venir ici.
La deuxième, plus au sud, dans le massif du Macaï, qui est une zone, à mon avis, là aussi où les hommes ont peu séjourné, où la nature a été peu perturbée. Et puis on finira notre itinéraire sur l'île d'Europa, une des îles éparses françaises, au milieu du canal du Mozambique, ce canal qui a définitivement, justement, isolé Madagascar du continent africain. Avec les scientifiques, on va tâcher de comprendre comment et pourquoi Madagascar, depuis qu'elle a déclaré son indépendance géologique il y a à peu près 120 millions d'années avec le continent africain, a mis en place toutes les conditions et tous les éléments propices pour devenir le foyer le plus invraisemblable de création de nouvelles espèces. Et de fait, maintenant, Madagascar possède le bestiaire le plus insensé du grand livre de la vie. D'ailleurs, à telle enseigne que Madagascar est sous le signe de l'archaïsme et de l'endémisme. L'archaïsme car les espèces qu'on y trouve sont très anciennes, et l'endémisme car la plupart des choses que l'on va pouvoir croiser ce soir n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Ça va? Sans problème. On ne doit pas être très nombreux à avoir été au fond de ces canyons. Écrasés par d'imposantes verticales de pierre, Nicolas et la botaniste Lucie Lalorge progressent avec difficulté au fond de l'Encarne. La végétation s'y dispute la faible lumière du ciel et le peu d'humidité du sol. Lémuriens, insectes et surtout caméléons ont trouvé là un refuge idéal. Regarde, celui-là on a failli passer à côté et ça aurait été dommage de s'en priver. Ça, ce sont des animaux assez fantastiques et qui sont bien significatifs justement des caractéristiques de la faune malgache archaïque, car les caméléons ressemblent un peu à des dinosaures lilliputiens. On voit bien avec celui-là et les nombreuses autres espèces qu'il y a à Madagascar qu'ils savent se faire discrets, et ils ont justement compensé leur vulnérabilité de petite taille et de lenteur par cette discrétion qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs. C'est surtout le mouvement que l'oiseau perçoit. Donc les prédateurs principaux, c'est effectivement les oiseaux, des faucons. Et le deuxième prédateur, ce sont les serpents. Il y a ici des gros serpents, effectivement, dont c'est la principale nourriture. Et alors, les caméléons ont développé plus d'espèces à Madagascar que nulle part ailleurs sur la planète. Oui, il y a 66 espèces décrites ici. C'est les 2/3 des espèces mondiales. Et donc il y a quand même une grande présence en Afrique, mais c'est quand même essentiellement à Madagascar qui se sont développés. Il y a 100 millions d'années, le monde animal devait ressembler à cela. Bien sûr, les tricératops étaient 10 000 fois plus lourds que ce gros crucifère, déjà suffisamment monstrueux aux yeux d'un petit Brookesia. Abritant la plus importante colonie mondiale de caméléons, Madagascar voit évoluer dans la plupart de ses biotopes ces rescapés du fond des âges, dont la taille varie de 70 cm pour certains furcifères, jusqu'à moins de 2 cm pour le Brookesia perierasi, le plus petit des vertébrés terrestres. Le caméléon, dont le nom provient du grec et qui signifie lion nain, appartient à la famille des lézards. Son aptitude à changer de couleur, en réponse aux modifications de son environnement, trahit ses émotions profondes comme la peur, la colère ou le coup de foudre. Cette sincérité biologique, due à ses nombreuses cellules pigmentaires, ne correspond pas obligatoirement, comme on le croit à tort, à un mimétisme avec le milieu ambiant. En revanche, quelques geckos comme l'uroplate de Madagascar, autres lézards arboricoles, sont à l'instar de certains insectes, les champions toutes catégories du camouflage. Parfaitement adapté à son environnement, le caméléon possède des doigts soudés en forme de pince et une puissante queue préhensile pour s'accrocher aux branches. Entre eux, ces petits sauriens peuvent se montrer très agressifs.
Et en période de disette, certains mâles, comme ce furcifère, s'adonnent sans vergogne au cannibalisme. Un proverbe malgache prétend que les caméléons ont un œil tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Il est vrai que cette faculté unique de pouvoir dissocier la direction du regard de chacun de leurs yeux permet une exploration totale de leur environnement. Mais le mystère reste entier quant au fonctionnement de leur cerveau. Analyser deux images en même temps n'est pas une mince affaire. Cette bizarrerie de l'évolution s'intègre dans le système d'armes de chasse du caméléon. Lorsqu'il aperçoit une proie, la mise au point des deux yeux agit comme une visée télémétrique. Elle calcule exactement la distance séparant le caméléon de l'insecte. L'animal projette alors sa longue langue à une vitesse fantastique hors de sa gueule, ne laissant aucune chance à sa victime qui se retrouve mastiquée avant d'avoir compris ce qui lui arrive. La langue du caméléon est un muscle puissant, mesurant environ la taille de l'animal, que comprise. Sauterelles et mantes religieuses sont les mets de prédilection des caméléons, et ceux-ci se montrent insatiables. À Madagascar, certains paysans affirment que les nuages de criquets ne restent jamais bien longtemps. La peur des caméléons les faisant vite retourner vers l'Afrique. Parfois, pour une même proie, deux représentants d'espèces différentes s'observent et tentent l'intimidation réciproque. Les caméléons agissent toujours en fin stratège. Totalement blancs la nuit, ils reprennent leur couleur au lever du soleil. Alors, leurs cellules épidermiques commencent à jouer avec la lumière. Certaines la dispersent, d'autres la renvoient, rendant leur forme floue à la vue d'éventuels prédateurs. En dernier recours, le caméléon se laisse tomber au sol et imite son propre cadavre, repoussant ainsi l'amateur de chair fraîche. De faire une petite balade nautique ici. Tiens, si tu veux, je t'aide. Hop. Je pense que ça, vous les scientifiques avez eu peu l'occasion de le faire. On ne va pas s'en priver. Ce sera probablement beaucoup plus difficile de progression quand on va aller voir les Tsing vus du haut. Mais là, on est sous les pieds du massif de Langkarn, car je pense qu'il doit y avoir quand même là aussi des décors sous les Tsing assez étonnants. Je ne sais pas si on va pouvoir aller très loin, mais vas-y, installe-toi. T'as qu'à te mettre là-bas. Je te laisse mettre ton casque. Parti pour une exploration des Tsing. Je veux dire qu'on ne doit pas être nombreux à avoir navigué là. Regarde ça, c'est beau. Réalise où on est là. Oui. Hein? Là, on a combien en dessous de notre tête? Plus de 100 mètres, Ouais. en tout cas. Ce massif de Langkarn et ces Tsing, ça s'est formé sur comment et sur combien de millions d'années? Alors Madagascar s'est détaché de la Corne de l'Afrique il y a 150 millions d'années. Dès qu'elle a commencé à se séparer, cette barrière de corail s'est formée. Le corail est un animal qui s'entoure d'une carapace de calcaire et qui croît.
assez lentement. Mais à cette époque-là, les paléocoraux avaient une croissance beaucoup plus rapide que ceux actuellement présents sur la planète. Et cette barrière de corail a formé cette muraille, mais naturellement entièrement sous la mer. Donc, à partir du moment où Madagascar a eu un volcanisme qui a élevé la chaîne centrale, cette barrière de corail s'est trouvée élevée par le mouvement. Et maintenant, à l'heure actuelle, elle est située à entre 20 et 80 km du bord de la mer. Mais en fait, tout ceci était sous la mer. Et après, l'érosion a fait son œuvre. Alors, cette formation, donc, est restée à ce moment-là exposée à l'érosion éolienne, à l'érosion de la pluie, et c'est ce qui a sculpté cette cygne. Elles étaient plus importantes encore à l'époque? Ah oui, certainement. Ça, c'est vraiment le reliquat. Ça, elles ont été érodées pendant donc des millions d'années, et il est évident qu'elles étaient forcément plus hautes que ça. C'est quand même étonnant de se dire que là, normalement, on devrait être sous l'océan. Laisse ta tête. Voilà, c'est bien. Et les Tsing sont restés inexplorés jusqu'à il y a très peu de temps. Oui, ils ont été découverts en fait en 1937. Les difficultés sont telles que finalement c'est resté vraiment très longtemps non pénétré. Qu'est-ce que ça signifie le mot Tsing exactement? Le mot Tsing est un mot malgache en fait qui veut dire on ne marche dessus que sur la pointe des pieds. Oui, et encore. Et alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'origine de Madagascar est une origine géologique commune avec l'Afrique, mais avec d'autres continents, puisque fut un temps où Madagascar faisait cause commune avec l'Inde, faisait partie d'un groupe homogène que l'on appelle le fameux continent Gondwana, et depuis, Madagascar, après son indépendance, elle a bien navigué toute seule au milieu de l'océan Indien, et c'est cet isolement extrême qui explique, entre autres, que l'évolution ici a choisi des voies distinctes de l'évolution du continent africain ou du continent indien. Effectivement, cette insularité favorise cette spéciation, mais ces massifs se sont morcelés et on a à l'heure actuelle des espèces pour chacun des massifs. Oui, les massifs à l'intérieur même de Madagascar, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre autres, le fait que Madagascar soit orienté du nord au sud et qu'il y ait cette chaîne montagneuse au milieu, avec des vents d'est. À droite, on a une zone plus humide. En haut, on a des précipitations aussi, mais avec une végétation d'altitude. Et puis à l'ouest, par contre, une zone plus aride et plus sèche. Oui. Et ça a créé des espèces totalement différentes d'un côté, de l'autre, ou éventuellement en altitude, parce que chacun s'est adapté à ces conditions climatiques très différentes. « 150 mètres au-dessus de la rivière souterraine, au cœur des Grands Tsingy, l'équipe technique d'Ushuaïa Nature a tissé une toile d'araignée géante pour permettre un début d'exploration de la partie sommitale de l'Ancarne. Lucie Lalorge et Nicolas Hulot, après avoir délaissé leur embarcation, sont parvenus dans une immense grotte cathédrale éclairée par plusieurs effondrements de la partie supérieure de sa voûte. Là, les attend une curieuse machine à remonter le temps. Sans attaque. On va aller voir ton jardin là-haut. Bien. Pour y parvenir, les spéléologues de l'expédition, Guy Moxon et Stéphane Girard, ont installé un mécanisme de précision que Léonard de Vinci n'aurait pas hésité à faire breveter. Ça va, Guy? Bien. Le système. Ouais, c'est le fameux contrepoids qui doit permettre d'alléger quand on monte. Donc on va remonter le contrepoids au treuil, on va le caler en haut. Et quand il va descendre, ça te permettra de t'alléger pour monter plus facilement. Et tu as un système de démultiplication ou c'est juste... Non, c'est juste un renvoi, c'est l'ascenseur. D'accord. L'ascenseur des Tsing. Donc là, à un caillou près, tu as le même poids que Lucille ou moi? Non, beaucoup plus. Ah bah oui. Parce qu'il y a des frottements, il y a des D'accord. poulies, des renvois et des sécurités. D'accord. Et le phénomène extraordinaire que Stéphane a réussi à faire, c'est de caler pile dans les deux seuls passages possibles qui font 50 cm. Là, on voit un grand trou, mais en réalité, vu du dessus, tu verras, il y a un axe, un endroit pour mettre deux cordes, c'est tout ce qu'il y a. Bon. L'ascenseur est prêt, Lucille. Tu m'as l'air inquiète. Je dis rien, tu vois. C'est bon, Guy, tu peux ravaler le fonction en position. L'ascenseur des Tsingy étant encore expérimental,
les utilisateurs occasionnels regrettent déjà que le concepteur ne leur ait pas fourni de manuel d'instruction. Pas mal ça. Oui, Étienne s'est senti ballon, c'est bon. J'ai pas l'impression de monter beaucoup là. C'est le principe de la catapulte. Essaye de bouger le moins possible, de ne pas penduler, etc. Parce que c'est quand même assez étroit et fin dans la progression. Je vais faire position caméléon. Ouais. Rigidité, immobilité absolue. Je vais avoir un œil qui va regarder en bas et un œil qui va regarder au-dessus. Je lui mets. On amorce la tension, on le fait décoller. Ok. J'ai l'impression d'être sur le pas de tir de la navette Challenger aux États-Unis. Je te trouve un peu silencieuse. Est-ce que je dois mettre ça sur le compte d'une trouille absolue Non. ou de la Sacrée résignation? inquiétude. Allez, à tout à l'heure. Ah, tu vois, ça se passe vraiment tout en douceur. Je dis ça, puis à ce moment-là, on va voir le contrepoids descendre d'un seul coup. Ah. Voilà. Bon, ben, je t'attends dans ton jardin. Je pense que c'est pas trop de temps ici. T'imagines que tout ce que l'on a autour de nous a été bâti par un minuscule animal que l'on appelle le polype, Oui. qui est l'unité corallienne. Je crois que ça permet quand même de prendre la mesure de l'échelle du temps. Et quand l'opiniâtreté d'un petit animal s'associe avec le temps géologique, ça donne ce colossal monument de corail qui s'est forgé au moment où Madagascar a pris sa distance avec l'Afrique. Ça va, Lucille? Oui. Bon. Le silence est rompu par le vol des martinets et des perroquets qui habitent la grotte. Alors, ça permet aussi de voir quand même le travail monumental de l'érosion. Comment l'eau aussi, sur des millions d'années, arrive à dégrader le minéral. Ah, là, ça va passer tout juste. Incroyable, ça ne touche pas. Monter vers le soleil. C'est vraiment un ascenseur magnifique. Oh, hop là. Et bon. Pour mieux arriver celle-là. Ok, on peut y aller, Stéphane? Ça passe juste, hein? Ouah, Tu peux y aller. incroyable. Il y a une symbolique très forte là parce que on a le sentiment que la vie, tout d'un coup, naît du minéral, ce qui n'est pas totalement faux, puisque ces plantes se nourrissent des éléments minéraux que la roche veut bien mettre à leur disposition. Et voilà, maintenant, le temps est en dessous de moi, puisqu'on a remonté à peu près 60 millions d'années de formation corallienne. Quel spectacle! Dans les dégradations minérales, définitivement, les Tsing font partie des joyaux de la planète. C'est un décor à la fois désolant et puissant. C'est un lieu parfait pour prendre une leçon. Là, on ne peut pas être plus dans l'entraille des Tsing. Allez. Il y a un petit faucon juste sur l'éperon là. C'est là qu'on voit qu'on est complètement abruti, c'est qu'on se crispe sur cette poignée qui de toute façon ne peut vous être d'aucune utilité. Donc, essayons de céder à la raison. Wow. Ça, je reconnais bien là ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau de Stéphane Girard, comme s'il ne suffisait pas de monter, une petite traversée de manière à achever de vous conditionner. Et je trouve que cet exercice a au moins une vertu, c'est qu'il replace l'homme à sa véritable dimension
par rapport à l'échelle géologique du temps. Et il y a quelque chose qui est très explicite dans ce domaine, c'est que quand on sait que la Terre a 4 milliards et demi d'années, imaginons que l'on considère que nous sommes le 31 décembre à minuit et que la Terre s'est formée il y a 1 an. Eh bien, on pourrait considérer que la première forme de vie soit apparue au mois de mars, que les premiers animaux un peu élaborés sont apparus début novembre, que les premiers vertébrés sont sortis de l'eau début décembre, que les dinosaures ont disparu le 15 décembre et que les premiers hommes un peu modernes sont apparus il y a tout juste 15 minutes. Dans la longue chaîne évolutive, on est quasiment les derniers nés de la création ou de l'évolution. Voilà. Allez, on reprend le voyage. C'est là qu'on voit que quand on parle de lames de rasoir, on n'en est pas loin parce qu'elles sont affûtées comme les couteaux d'un boucher. Je ne veux pas repartir en arrière, vraiment pas. Voilà. Bon, ben, on va faire monter Lucille. Allez, on va. Attendez. On aura vu les Tsing dans leur partie la plus profonde avec cette navigation dans les rivières souterraines. Là, on aura pris leur dimension en montant à la verticale. Maintenant, on va comprendre la difficulté de progresser car si on voulait ne serait-ce que faire en horizontal une centaine de mètres, probablement que la journée, voire la semaine, ne suffirait pas, tant la progression est difficile. Et quand on bénéficie comme ça d'une surface plus ou moins plane, ça permettra à Lucille Alorge de nous montrer et de nous parler surtout de ces plantes aux vertus curatives qui abondent à Madagascar, qu'on appelle les plantes médicinales. Lucille, pour ça va? Il n'y a pas de problème. Merci. Comment se passe le voyage, Lucille? Très bien. Absolument extraordinaire. Ah, je suis content que Je tu ne pensais apprécies. pas que c'était si simple quand même. Ça change du muséum, hein? Tu as eu le temps de repérer quelques spécimens? Oui, ça commence par des fougères d'abord, qui sont sans doute pas mal à l'ombre. Et puis ensuite des euphorbes, des adénias, tout un tas de choses intéressantes. Et si ça se trouve, jamais encore récolté. Qui pour Steph? Reçu. Ça va? On peut attaquer. Affirmatif. Il y a l'air d'avoir une certaine variété quand même de plantes là. Tout à fait. Il y en a une, je ne crois pas avoir déjà vu ça. Et Ici, ces je veux plantes-là, elles dire. vont se nourrir où? Elles ont en général des réserves, des tissus de réserve. Et souvent, les racines descendent à travers des failles jusqu'à des distances extrêmement grandes. Ça peut atteindre jusqu'à 100 mètres de long avant de trouver une nappe phréatique auquel elles peuvent s'alimenter. Et tu penses qu'il est susceptible d'y avoir des plantes médicinales ici? Il y a des plantes médicinales et ces plantes-là ont beaucoup de toxicité. Parce que Ça leur contrairement permet- aux apparences, plus une plante développe de toxines, plus elle est susceptible d'être une plante médicinale. Oui. D'accord. Hein. Et donc là, les adénias et des plantes comme celle-ci sont souvent des plantes très toxiques. Ceci à des fins de se protéger contre les insectes, surtout. Oui, d'ailleurs, ce qui est important de dire, c'est que ce qui fait qu'à Madagascar et dans les forêts tropicales en général, il y a plus de plantes médicinales que dans nos forêts boréales, c'est qu'ici, elles ont plus à lutter contre des insectes, des bactéries, que sais-je encore comme agresseurs. Donc, elles ont développé au fil du temps des armes chimiques. Oui. Et ces armes chimiques, en fait, à d'autres dosages, profitent à la pharmacopée locale, voire maintenant à la médecine occidentale. Alors la France a donné pas mal de plantes médicinales, mais de l'ordre de 300. Alors qu'à Madagascar, on a répertorié 930 plantes à l'heure actuelle, qui ont donné d'ailleurs déjà des grands médicaments majeurs. Et à l'heure actuelle, ce sont des plantes qui sont exportées à fort tonnage vers l'Europe. Tu dois me maudire un peu de te poser des questions dans cette posture-là. On va prolonger la conversation plus haut. Allez. T'as vu ce décor quand même? C'est
Il y a une chose qui est passionnante dans l'histoire de la botanique, c'est que depuis la nuit des temps, toute la difficulté pour les hommes qui vivaient à côté des plantes, c'était d'arriver à distinguer les plantes comestibles, les plantes toxiques et les plantes médicinales. Et ça s'est transporté par la tradition orale. Et vous, et notamment quand ton père a démarré ici à Madagascar son travail de botaniste, et quand il a essayé d'inventorier tout ça, dans un premier temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté ce qu'on appelle les tradipraticiens ici. Oui. Lors d'enquêtes, en fait, auprès des tradipraticiens, on obtient des renseignements qui peuvent déboucher après par la suite sur des médicaments majeurs. C'était le cas par exemple de la pervenche de Madagascar. On l'a considérée comme un antidiabète. Quand on l'a testée dans ce domaine-là, on s'est aperçu qu'elle n'était pas antidiabétique, mais qu'elle diminuait le taux des globules blancs. Et c'est par association d'idées qu'on a obtenu des anticancéreux. Voilà, ça c'est quand même très important de savoir que dans la médecine et la pharmacie occidentale, ou moderne entre guillemets, il y a quoi, peut-être 70% des médicaments qui se sont inspirés ou qui ont utilisé la pharmacopée traditionnelle. Oui, tout à fait. Et alors, quand on découvre une vertu curative dans une plante, on est face à trois choix. Soit on va exporter cette plante, mais souvent pour faire quelques grammes, il faut des grandes quantités de plantes, donc c'est pas si facile que ça. Quelquefois, il fallait abattre 30 000 arbres pour arriver à avoir 1 kilo de substance. Voilà. Soit on va faire des plantations, ce qui n'est pas simple non plus, ou alors, quand la chimie sait le faire, on va synthétiser cette molécule ou ce principe actif qui a été découvert. Comme ça, hein. On parle souvent d'une molécule qui est déjà préformée, on fait que la moitié de la synthèse, et par association de différents constituants, on arrive à recréer cette molécule. Et elle a la même activité, évidemment, que celle qui se trouvait dans la plante. Ou mieux, quelquefois, d'ailleurs. Quelquefois mieux. La plupart des gens ignorent, par exemple, que c'est à partir de l'écorce du saule que l'on a créé l'ancêtre de l'aspirine, par exemple. Mais on pourrait citer des exemples comme ça à l'appel, mais c'est bien de rappeler que, au-delà de servir de ressource, le monde végétal remplit nos pharmacies. Allez, on va essayer de progresser un peu. Vas-y, nous. Hop. La partie supérieure des Tsingy de Lankarne est un milieu de type désertique. Elle abrite naturellement des plantes dites succulentes, rarement étudiées. Ces végétaux ont modifié leurs organes pour résister à la sécheresse qui sévit ici 7 ou 8 mois par an. Ces stratégies de survie qui vont de la réduction des feuilles pour économiser l'eau jusqu'au gonflement du tronc pour la stocker exploitent tous les moyens imaginables pour lutter contre les prédateurs naturels. Parfois, ces stratégies sont redoutables. T'as vu ça? Regarde ça. T'as vu? Un crabe terrestre. Comme quoi, hein, tout s'adapte. On libère l'escargot, non? Ça laisse faire la nature. Allez. Il y a quand même de la vie ici, des insectes, des crabes, des animaux qui se sont adaptés. Ça va? C'est bon. Je sais pas où tu veux aller, mais tu as l'air de connaître, alors vas-y. Ben, je voulais te montrer surtout cette plante-là, qui est très connue de tous les Malgaches, qui est une plante, une des plus dangereuses qui soit au monde. Et cette plante, elle servait à empoisonner les gens. Laquelle? Attends, je vais m'approcher un peu. Oui. On n'a absolument pas le droit ici, à la moindre chute, parce qu'on serait immédiatement laminé. Tu veux pas poser ton pied sur un truc presque plat? Voilà, laquelle? Alors, là, tu vois, tu as un fruit qui est double là, et à l'intérieur du noyau, tu as une amande qui est la plus toxique qui soit. Ça fait accélérer le cœur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ça contient des cardénolides, et si cette substance est utilisée modérément, au contraire, lorsqu'il y a un cœur trop faible, ça lui permet donc de reprendre un rythme normal. C'est ce qu'on appelle un tonicardiaque à ce moment-là. Donc ça peut être à la fois un très grand poison, un des poisons les plus violents, et en même temps, à d'autres doses, bien sûr, une plante médicinale. Et il a été utilisé dans ce qu'on appelait les ordalies. À Madagascar, il y a plus de 100 ans. Les ordalies, c'est un jugement de Dieu, soi-disant, c'est-à-dire qu'on va donner dans une peau de poulet un morceau de cette amande quand on veut que la personne soit condamnée. Comme la mort était immédiate, ça frappait les foules, et en fait, on pensait que c'était Dieu qui avait jugé la personne responsable. Et ça a perduré assez d'années pour faire plus de 10 000 morts.
Donc si j'ai l'intention de l'utiliser pour certains de mon entourage, tu me donneras les doses précises selon l'usage qu'on veut en faire, c'est ça? La moitié du fruit suffit. Bon, je vais t'aider à faire demi-tour. Oui. Parce que, Vas-y, je te laisse. en gros, hein, évoluer sur les Tsing, c'est comme si vous jetiez quelques millions de lames de rasoir par terre, puis après, débrouillez-vous pour revenir en bon état. Voilà. Alors, moi, il faut que je fasse demi-tour dans ce creux. Voilà. Positionner le pied. Voilà, c'est bon, après c'est bon. Ici, tu as une surface à peu près plane. Oui, bon, c'est bon, tu es en équilibre. C'est pas grave, tout bouge. Voilà, Vas-y, c'est- passe devant. Tiens, on va passer par derrière. Là, Oui. regarde, viens. Hop. Donc, les perroquets ils doivent jouer aussi un rôle actif ici, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des perroquets noirs. Là. Ils consomment beaucoup de fruits et donc ils ont un rôle actif dans la propagation de différentes espèces, entre autres celles qui ont justement des graines collantes et qui se fixent après sur les rochers. Tiens, là, tu vois, tu as une fleur jaune là, C'est à ça. côté de toi, là, juste devant. Oui. Cette plante a des vertus antirhumatismales et beaucoup la connaissent sous le nom d'Arpagophytum. On dirait des poissons scorpions. Et ce fruit est extrêmement dangereux. Les Malgaches mettent ça sur le passage des rats. Si le rat se fait prendre avec ça, c'est fini. Il ne peut plus s'en débarrasser, il en meurt. Ah oui. C'est-à-dire que ça rentre dans la peau. Ça lui rentre dans la peau. Et c'est muni d'un harpon. Plus on essaye de se défaire de ce fruit, et plus on se fait mal. Et tu penses que c'est une stratégie de la plante pour pouvoir disperser aussi Alors, les c'est graines? ce qu'on appelle le phénomène de zoochorie, le transport de la graine et la dispersion Incroyable par que- les animaux. Donc tu veux que je te le pose où alors? Bah, tu viens, alors, Sur l'épaule? dans les cheveux. Allez, vas-y, Dans les continue. cheveux. T'as vu comme ça tient? Voilà. Enchâssé dans un écrin de calcaire ciselé par l'acidité des pluies, un lac couleur émeraude attire l'attention de Lucille et de Nicolas. Les abords supérieurs de la falaise qui le domine semblent très riches en espèces végétales. La botaniste souhaite faire quelques analyses sur des plantes fraîches. Nicolas se dévoue pour une cueillette rendue particulièrement acrobatique par la nature du terrain. Voilà, là c'est très bien. Et puis si tu peux prendre le point GPS, C'est bon, ça a mémorisé. merci beaucoup. Cette précaution est nécessaire pour retrouver une éventuelle perle rare dans un décor où chaque pinacle a furieusement tendance à ressembler à son voisin. Comment tu l'appelles celle-là? Euphorbia vidieri. Donc il suffit de prendre une feuille d'une plante et ensuite avec un peu d'alcool, on va pouvoir tester si cette plante contient ou non des substances qui nous intéressent. Pour ce faire, on a un petit laboratoire portatif qui nous permet de voir tout de suite s'il y a des réactions intéressantes du point de vue pharmacologie. Ça, vous pouvez déjà, sur place, en avoir une petite idée. On va déjà faire un premier test simple qui est la recherche d'alcaloïdes. Et quelle est la vertu des Alors, alcaloïdes? Tous les alcaloïdes ont des applications thérapeutiques. Ce sont des substances en général très dangereuses, hein, comme la strychnine. Et l'objectif de tout ça, la finalité, c'est d'essayer de trouver des médicaments nouveaux, hein, ça c'est déjà l'essentiel. Mais notre objectif ici à Madagascar, c'est la lutte contre le palud. Le paludisme fait environ 2 millions de morts par an dans l'ensemble du monde. Et ça vient surtout du fait que le vecteur qui s'appelle le plasmodium s'est habitué aux médicaments qu'on avait déjà. Ça nous oblige à en trouver toujours de nouveaux. Il y a des souches de plus en plus résistantes. Et des souches de plus en plus résistantes. Donc on est obligé de rechercher toujours des médicaments qui, associés aux anciens, permettent de redonner le potentiel actif. Tout en vérifiant que les effets secondaires ne soient pas pires que le remède. Quoi. Voilà. Évidemment, c'est un travail qui est particulièrement délicat quand on est sur la pointe des pieds sur les Tsing. Alors bon, on va savoir si ça vaudrait la peine de la récolter. Donc là, il y a une réaction déjà qui commence, il faut attendre un petit peu. Que je te le tienne. Oui, je veux bien. Alors ça, c'est un des tests que l'on fait sur le terrain. Là, il ne s'est rien passé, là, visiblement. Non, apparemment, donc ce strychnos ne contient pas de strychnine. Donc, il n'y a pas de strychnine, là. Bon, alors, donc, je peux le boire, alors. Non? Il y a de l'acide sulfurique. Merci.
Alors on va essayer d'en trouver une autre. Tu sais Voilà. que tu es un assistant précieux là. Me voilà engagé au CNRS ou au muséum? Découvrir de nouvelles plantes médicinales est un travail de longue haleine. Des équipes malgaches et françaises travaillent actuellement en étroite collaboration pour y parvenir. À Madagascar, la population n'a pas les moyens de se procurer des médicaments dans les pharmacies. Pour se soigner, elle compte sur les tradis praticiens qui parcourent les derniers îlots forestiers concentrés à l'est du pays. Le parc national d'Andasibe fait partie des 8% de forêts originelles subsistant encore sur l'île Rouge. Chaque année, plus de 300 000 hectares partent en fumée au cours d'inconscients écobuages. Des milliers d'espèces végétales, dont les 2/3 ont des vertus curatives, disparaissent ainsi progressivement. À ce rythme, dans moins de 2 générations, les Malgaches ne pourront plus avoir recours à cette phytothérapie traditionnelle et les devins guérisseurs perdront un savoir irremplaçable. Et 70% oui, c'est ça. Et c'est le grand intérêt, hein, ça, c'est bien. Ah, bonjour, Zala. Ça va? Inati. C'est quoi ça? Panafood gâche, hein? Ya? Ah, Fanafood gâche, c'est coupé du tout. Couper morceau du tout, tu cuire. D'accord, tu fais Tu une bois infusion. après, Ouais. avant de manger. D'accord. Oui, ça va les dents, l'estomac, Ouais. la fièvre, lèpre aussi. La lèpre aussi? Hein. Ah, ben C'est ça va baigner, bien. hein, baigner l'eau D'accord, avec ok. ça. Comment tu l'appelles ça? Au lac, son nom scientifique, Ya. Metrurine Namalkas. Ouais, ça sent rien de spécial. Ok, bon, je t'appelle ça, hein? Ah, je Allez, te- vélo main. Ah, vélo. Vélo, Michel, les deux. Roland Albignac est le spécialiste mondial des écosystèmes malgaches. Il travaille sur les grands projets de conservation du patrimoine de l'île avec le concours de l'UNESCO. Sa venue dans la réserve pour observer le développement de groupes d'Indri est une aubaine pour les gardiens. Roland Albignac connaît parfaitement les mœurs du plus grand des lémuriens vivant à Madagascar. Presque ici, il y a le meilleur place pour les Indris. Ouais, d'accord. Tu préfères qu'on essaye comme ça? D'accord, oui, oui. Tu l'as? Muni d'un petit magnétophone, Maurice, un des guides de la réserve, va tenter de repérer une famille d'Indri en diffusant leurs cris de regroupement. Tu n'entends rien du tout en réponse. Parce que là, il n'y a rien. On est trop loin. Tu es d'accord? Bien Un sûr. peu loin? Doit Je être un crois peu que dans cette direction, Dans cette direction, ouais. Mais plus de 100 mètres. plus de 200 mètres d'ici. Ah ouais, d'accord. Le processus est déclenché. Les différents groupes d'Indri s'interpellent pour se repérer. Leur cri peut porter jusqu'à 3 km de distance. L'Indri est un animal farouche et il faut beaucoup de patience pour le rencontrer en famille. Il évolue généralement entre 20 et 30 mètres du sol et n'est guère visible dans les hautes branches. Bien que diurne, c'est un lève-tard qui attend que le soleil ait réchauffé la canopée pour se déplacer. Hop. Oh, il saute, ça y est, oui. Hop. Un petit saut. Remarquable acrobate, l'Indri est capable de faire des bonds d'une dizaine de mètres. Son étrange allure humanoïde le fait respecter des Malgaches qui le considèrent comme tabou. Ça, c'est probablement le mâle, ça. Hein. Donc là, il y a une famille, on voit le jeune au milieu, la femelle toujours en avant, et le mâle qui suit le groupe. Mais le petit, là, quel âge il a, à ton avis, là, le jeune qu'on voit, là? À peu près 2 ans. T'as vu, là? Regarde. Hein. Tu vois? Oui, j'ai vu. Pas mal. Et pourquoi, à ton avis, les Malgaches disent Babakout? On appelle Babakout. Baba, c'est-à-dire malgache.
grand-père écoute le petit garçon. D'accord. Grand-père, petit garçon. Ouais, tu vois, grand-père, donc l'ancêtre, c'est un peu la même chose, non? Ah, oui. Hein? Et petit garçon, parce qu'il est plus petit. Non, petit garçon. Ok. Donc, tu vois, Maurice, Oui. hein, c'est cohérent par rapport à la définition scientifique. Parce que tu sais que c'est notre cousin. Les Malgaches connaissent les animaux et ont senti que c'était quelque chose proche de l'homme. Hein, il a cette stature bipède pour libérer les mains de manière à pouvoir manipuler des objets. Il a pratiquement plus de queue. Une vision également binoculaire. Tu as remarqué, les yeux, au lieu d'être latéraux comme l'ensemble des autres lémuriens, chez cette famille, les yeux deviennent sur la face. Donc il y a une vision parfaite du milieu. C'est des bêtes qui ont déjà une allure humaine. Hein. On voit bien qu'il y a le processus, comme on dit, d'hominisation qui a lieu. Et il est le représentant actuel des prosimiens, le plus proche de l'homme en termes d'évolution. Les prosimiens sont les premiers primates, ancêtres des singes et des humains. Dans la compétition acharnée à laquelle ils se livrèrent, il y a des millions d'années, le singe élimina le lémurien d'Afrique. Seuls survécurent ceux qui s'étaient réfugiés à Madagascar, île d'où le frère ennemi était absent. L'Indri est le plus évolué des lémuriens. Si on le laissait tranquille, il pourrait évoluer en taille et en poids, descendre des arbres et se redresser comme le font les primates supérieurs. Les Indri, il y a 4 sortes d'écrits. Écrit de communication, écrit de ralliement, cri d'amour, et la fin, cri d'alarme. Tu les as vus déjà manger au sol Souvent, ouais, 2 ou 3 fois par oui, semaine, oui. les Indri descendent par terre. Le principal problème de l'Indri est d'être tributaire d'une nourriture hyper spécialisée. Il passe ses journées à rechercher les 70 espèces de feuilles dont il a besoin pour survivre. Comme cette forêt primaire de l'Est est très riche en essences différentes, l'Indri n'a qu'à se servir. Ce grand folivore ne peut cependant être séparé de ce biotope si particulier. Sinon, il dépérit et meurt au bout de quelques semaines. À ce jour, personne n'est encore parvenu à le faire vivre en captivité. Le parc national d'Andasibe abrite une dizaine d'espèces de lémuriens. Chacune y occupe un espace de vie différent et il n'y a pratiquement aucune concurrence directe entre elles. Leurs régimes alimentaires et leurs rythmes d'activité sont complémentaires. Bien souvent, ils évoluent dans des strates de végétation distinctes. Et si compétition il y a, elle se manifeste entre des groupes familiaux voisins au sein d'une même espèce. Régnant en maître sur cette forêt, l'Indri pourrait voir sa population s'accroître dangereusement. Or, la réserve n'est pas extensible. Alors, de manière innée, l'animal pratique la régulation des naissances. Et ceux-là, ils n'ont pas eu de bébé cette année, non? L'année dernière. 2 années Non. passées, il n'y a plus de bébés parce que les D'accord. Indri... C'est déjà saturé hein, ici, de toute façon. Hein. Oui, Regarde. Les Indris sont extrêmement largement représentés puisqu'on les retrouve sur la moitié nord-est du pays. Donc en surface forestière, toute cette zone abrite des Indris. On peut compter largement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus. Malheureusement, on risque de plus le retrouver. Effectivement, il est totalement dépendant de ces forêts naturelles et il suffit de couper cette forêt pour qu'il disparaisse de fait. Ça, c'est un peu le drame de tout ce pays. Toutes ces actions que nous menons au niveau international sont importantes, mais actuellement, on n'arrive pas à trouver un moyen de geler ce processus de dégradation. Le parc d'Andasibe est emblématique de la forêt malgache originelle. Mais ce n'est plus qu'un grand bouquet d'arbres perdus.
500 km plus au sud, Nicolas et l'aéronaute Danick Léyer-Marel survolent le Macaï, un curieux massif géologique tout aussi inaccessible que l'Encarne. Verrouillé de tous côtés, cet enchevêtrement inextricable de canyons représente l'ultime zone inexplorée. Peu de gens à Madagascar connaissent l'existence de ce relief ruiniforme. Une érosion démente a raviné ce monde, dont les vallées de plusieurs centaines de mètres de profondeur dissimulent des biotopes vierges de toute observation humaine. À l'aplomb d'une somptueuse verticale, les jambes dans le vide, l'une des postures quand même les plus insolites. Oh là là. Un petit cisaillement de vent. J'essaie de me rassurer auprès de l'aérostier confirmé. Faut dire que quand on met bout à bout les Tsing et ce massif, il faut reconnaître que le minéral ici se surpasse. La majesté du Macaï, l'une des œuvres géologiques de la nature la plus monumentale qu'il soit. Ce qui est fou, c'est quand on voit dans les lavacas les premiers stades de l'érosion de simples petites rigoles, et quand on voit au terme de millions d'années ce que sont devenus ces rigoles, charriant immuablement des millions de mètres cubes de sable arrachés au gré du massif, qui iront en aval, petit à petit, former un autre massif au détriment de celui-là. C'est le cycle permanent du minéral. Le Macaï, ce coffre-fort perdu dans le sud de Madagascar, où probablement la vie, là aussi, s'est réfugiée dans des petits isolats, car il n'y aurait rien d'impensable à imaginer que dans ces petites vallées fermées, des groupes d'animaux et a fortiori de végétaux se soient spécialisés au point d'enfanter de nouvelles espèces. Ce qui est magnifique, c'est de voir la manière dont la végétation s'est réfugiée dans les fonds de canyons et les fonds de vallées pour profiter probablement d'un ensoleillement plus raisonnable et surtout d'une humidité quasi constante. C'est ce que l'on appelle les forêts-galeries. Madagascar, dont malheureusement la forêt part en fumée, et comme l'a dit un scientifique, à ce rythme, d'ici peu, la grande île aura la couleur et la fertilité d'une brique. Triste présage, mais qui est malheureusement purement mathématique, compte tenu du rythme de la déforestation, et pour lequel, pour l'instant, les efforts des uns et des autres semblent sans succès. Pour l'heure, rêvons un temps et profitons de ce vol magnifique. Comme le disait Baudelaire, envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur. Heureux celui comme un oiseau qui peut s'élancer dans les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées comme des alouettes s'élancent vers les cieux. À mon avis, là j'ai dû faire quelques enfants à l'œuvre de Baudelaire. Il me pardonnera, la situation n'est pas très propice à ma mémoire. L'équipe d'Où Soyez Nature va poursuivre l'exploration d'un monde fermé où l'inaccessible le dispute à l'étrange. Elle croisera notamment celui que l'on surnomme le tigre de Madagascar, venu tout droit de la préhistoire. Puis elle découvrira l'univers unique d'Europa, une somptueuse perle de corail égarée au large de l'île Rouge.
comprendre la formation particulière du massif du Macaï, Nicolas Hulot et l'équipe Spéléo entreprennent la descente d'une paroi verticale dominant le fond d'un des canyons. Toujours un petit moment de... Voilà. Allez, on s'habitue jamais vraiment. Les pages d'un manuel de géologie à ciel ouvert s'offrent au regard de Nicolas. Sous ses pieds, évoluant à plusieurs centaines de mètres du sol, le minéralogiste Éric Gontier tente d'éclaircir le mystère de ces roches voyageuses. Attention! Oh putain! Il faut vraiment faire gaffe, je suis désolé, hein. Je reviens pas. Tu as vu le pavé que tu as arrêté là? Putain Dieu. Ça part comme du... Allez, fais attention aux têtes, hein. Tâchez de vraiment faire gaffe, mais le problème c'est que... Attention, voilà. Il est où notre ami Gontier? Je suis là, Nicolas. Ce qui se passe, c'est que j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose dans ce massif que du quartz, tu vois. Je pensais pas que les bureaux du muséum étaient aussi précaires. Il faut se méfier. Ce n'est pas parce qu'on s'enferme dans les bureaux et dans les bibliothèques que nous sommes des incapables sur les parois. Non, mais maintenant que je constate vos conditions de travail, je vous promets que je plaiderai pour votre cause. Allez, Eric, je te retrouve là, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Je croyais qu'un minéralogiste se contentait de ramasser des petits graviers dans les lits de rivière, mais c'est une vision très parcellaire de leur travail. Eric, si jamais je crie caillou, tu te protèges, hein? Oui, oui, bien sûr. Et comment? On fait pas ça tous les jours au muséum, hein. Non, mais il suffit de le faire une fois de temps en temps pour apprécier. Ça donne quand même un contact avec la roche différente que le simple contact scientifique. Et j'ai toujours considéré que l'approche sensorielle avec les éléments était aussi enrichissante que l'approche purement universitaire. Je sais pas si tu partages mon... Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein? Au moins, quand tu parles du rocher, c'est ce que c'est. Quand tu parles de l'air aussi. C'est là qu'on peut imaginer quand même que les collections du muséum renferment des spécimens tout à fait banals pour le commun des mortels, mais qui ont parfois demandé à des chercheurs de prendre des risques qui parfois même leur ont coûté la vie. Alors, on va quand même essayer justement de profiter et de la situation et de la présence d'un spécialiste, quand même un des minéralogistes les plus réputés sur la place de Paris, qu'on a déplacé sans transition comme ça dans ce gigantesque canyon, pour lui donner une petite leçon de choses, pour mieux comprendre. Parce que c'est vrai que la géologie est peut-être pas la science favorite du grand public, et en même temps c'est passionnant parce que c'est toute l'histoire de la Terre. Et puis la géologie conditionne l'avènement ou pas du vivant. Tout à fait. Si on reprend simplement un petit galet là, tu vois, je vais t'en casser un. Voilà. Ça c'est bien un gars du muséum, on est pendu à un truc, et t'es sympa, tu fais bien ça, bien à l'écart de nos... Non, mais là c'est intéressant parce qu'en fait c'est pour te montrer déjà que si le on rocher tombe, est pourri, tu vois. Ça c'est déjà un indice important, tu vois. Alors, on trouve en fait, voilà, là c'est parfait, tu vois, on a un galet qui n'a pas n'importe quelle forme. C'est un galet qui est très très arrondi et on voit qu'il est cimenté dans des cristaux de quartz beaucoup plus fins. Alors là on a un quartzite, c'est-à-dire que c'est une roche composée de quartz avec beaucoup d'impuretés à l'intérieur, et ce qui est en blanc donc c'est du quartz, du sable de quartz. Mais ce sable de quartz, on remarque qu'il est cassant, qu'il est aussi résistant par moment. En fait, c'est qu'il y a eu un lien qui est venu cimenter les vides laissés par les grains de quartz quand ils se sont accumulés les uns sur les autres et qui ont formé cette roche que l'on appelle un grès. Alors, d'où viennent ces galets? En fait, on ne le sait pas trop parce que, en fait, on est dans un immense dépotoir minéral issu d'immenses massifs de roches cristallines qui ont disparu il y a déjà plusieurs centaines de millions d'années. Alors, c'était à l'époque, en fait, où Madagascar n'était pas l'île que l'on connaît aujourd'hui. C'était, en fait, il était pris dans un continent très ancien qu'on appelait le Gondwana. Donc de ces immenses massifs de roches cristallines, l'érosion par le vent, le gel, la pluie, etc., ont raviné et dissous par voie chimique un certain nombre d'espèces minérales. Et puis ils sont restés des minéraux beaucoup plus durs, comme le quartz. Tout cela a glissé progressivement dans le fond des vallées
pour s'accumuler par bancs horizontaux, parfaitement plans. Ici, on est donc accroché sur une paroi, sur un énorme tombant, et on aperçoit les différentes couches horizontales de différentes couleurs. Tu vois, on a des mauves, des crèmes, des rouges, etc., qui sont en fait des colorants accessoires, comme le fer en particulier, qui sont venus se mêler ensuite à ces grains de quartz pour leur donner la couleur qui sont là. Donc la chronologie des choses, c'est que à l'époque donc de ce continent primitif, il y avait un massif qui n'était pas de la roche détritique, qui au fil du temps s'est détérioré, et on a ici le résidu de ce massif, mais résidu sous forme de grains, qui au fil du temps, par strate, a fait un massif qui au départ devait être évidemment beaucoup plus uniforme qu'il ne l'est maintenant. Donc ce qui veut dire que ici, ces minéraux sont à leur deuxième existence quelque part. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a que l'homme qui voyage. Non, 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 les minéraux voyagent aussi, voyagent énormément, même les continents voyagent. Et donc ici, le principal agent transporteur des minéraux, c'est quand même l'eau. L'eau, c'est le plus grand sculpteur et le plus grand aussi constructeur de la planète. Elle est capable de descendre pour embêter les minéraux. Les autres minéraux, puisque l'eau elle-même est un... En géologie, on considère l'eau comme étant une roche. Mais cette eau a un pouvoir que n'auront jamais les minéraux ou les roches, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut être recyclée. Elle descend avec la gravité et elle remonte avec l'évaporation. Par contre, les minéraux, eux, vont se transformer. Ils ne disparaissent pas. Ils se transforment pour donner d'autres roches. Il y a quand même une certaine analogie entre le minéral et l'univers du vivant, c'est qu'il y a un cycle dans l'univers du vivant, puisque tout ce qui vit après va se décomposer et va de nouveau être accessible pour les êtres vivants qui vont suivre. Mais quelque part, dans le minéral, sur des cycles beaucoup plus longs, il y a aussi un cercle, puisque ça va être détérioré et ça va aller reformer un autre massif et ainsi de suite. On peut le dire. En fait, rien ne s'arrête, quoi. Non, tout se transforme. Allez, bon, alors, on va tâcher, pour une fois, de ne pas faire de bêtises. Je reviens, je suis dans une situation qui paraît totalement périlleuse, mais qui est absolument sous contrôle. Voilà. Si le massif du Macaï n'a encore jamais vu de minéralogiste suspendu dans ses parois, le fond de ces canyons n'est pas en reste. Aucun biologiste, aucun scientifique n'y avait porté ses pas. Trop inaccessible. Alors ici, au cœur de Madagascar, persiste le mythe de la vallée perdue. Nicolas a rejoint Roland Albignac, qui rêvait depuis longtemps d'explorer le Macaï. Pour le scientifique, de tels endroits, isolés plus que tout autre, peuvent permettre une évolution divergente des espèces ancestrales. Ah, dans ce lac, il est paumé de paumé. Paumé de paumé, ouais. Sur quelle longueur ce lac? Un bon kilomètre, j'ai l'impression, à peu près. Alors tu vois, les lémurs étaient là-dessus, dans ces failles. On va les voir quand même, s'ils ne sont pas là. Ils sont de bonne taille. Hein. Ouais, très belle chauve-souris frugivore. Ah oui, là on commence à en voir pas mal. Elle a un beau vol là. Souvent comme ça, elles sont rassemblées en plusieurs centaines, hein, voire milliers d'individus. On va peut-être débarquer là. Vas-y. Allez, c'est leur faille. Vas-y, débarque. L'intrusion de Roland Albignac et de Nicolas dans le fond du canyon a réveillé les renards volants. C'est le surnom de ces mégachiroptères pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres d'envergure. Cette espèce de chauve-souris est la plus grande parmi le millier répertoriés sur notre planète. Elles ne se connaissent aucun prédateur et ne s'inquiètent guère de la présence des 2 hommes. Ça va, Roland? Oui, je suis. Ok. Je suis sans doute là. Grande, hein. C'est quelle espèce celle-là? Alors ça, c'est une roussette, hein, qu'on appelle en latin Pteropus rufus, et qui est essentiellement frugivore, hein, contrairement aux autres chauves-souris qui sont insectivores.
C'est curieux d'ailleurs, parce qu'elles ont occupé une niche écologique bon, que les oiseaux avaient globalement pris. Tout à fait. Et c'est curieux que ce soit les seuls mammifères qui réussissent ce succès de l'évolution. C'est vrai que là, dans le domaine aérien, le mammifère est pas... c'est la seule réussite. Les écureuils volants et autres, c'est pas du tout un vol. En fait, ils planent. Il y a eu les reptiles autrefois, mais... Les reptiles, mais en ailes de mammifères, ce sont les seuls qui ont une réussite parfaite. Et tu as vu, c'est les doigts et les phalanges qui se sont considérablement allongés, pour faire comme des nervures. Et le fait, à ton avis, qu'elles se soient adaptées plutôt pour être nocturnes que diurnes, c'est parce que justement, ça permet d'occuper une place là où les oiseaux, parce qu'en général, les oiseaux, la nuit, ils dorment. Voilà, c'est pour occuper. D'ailleurs, c'est souvent très symptomatique parce que dans les grottes, au moment par exemple où les martinets rentrent le soir, et les chauves-souris vont prendre le relais. Qui prennent le relais, voilà. C'est le partage du temps, la nuit et le jour, tout à fait. Voilà. Et puis le repérage, tu sais que le repérage de nuit des fruits n'est pas le même que le jour. Le jour, donc, c'est la couleur, alors que la nuit, ce sont les odeurs, surtout, qui sont les stimulants de recherche. Ce qui m'avait étonné en Malaisie, c'était d'apprendre qu'un insecte était capable de sentir le moment où la chauve-souris l'avait repéré, et à ce moment-là, de faire le mort. Tout à fait. Comme pour échapper à l'écran radar. Voilà, c'est les ultrasons, ils font d'insectes, ils perçoivent les ultrasons, et à ce moment-là, c'est l'alerte générale, et ils se laissent tomber. Ça, c'est classique. C'est encore de la coévolution. Elles volent la journée que quand elles sont dérangées, quoi. Absolument. Leur problème, c'est toujours le dessèchement de cette aile. Quand elles volent en plein soleil, elles se sèchent. Donc elles volent très peu, le minimum de temps, et elles se reposent. Et la nuit, elles font des longues distances ou... La nuit, oui, plusieurs dizaines de kilomètres. C'est par dizaines de kilomètres dans la région. Quoi. Et elles reviennent tous les soirs au même endroit, à moins vraiment de les déranger pendant plusieurs jours. Non, sinon elles restent très fidèles à un endroit. Dans les parois surplombant la petite forêt-galerie, quelques lémuriens, dont un petit groupe de propithèques blancs, sont attirés par le bruit que font Nicolas et Roland en se déplaçant. D'un naturel curieux, ils restent néanmoins prudents. Il y a moins de 3 siècles, leur aïeul, le paléopropithèque, possédait la taille d'un veau. Il a été éradiqué par l'homme. Je nous observe là. Oui, ils nous observent tout à fait. Regarde. Sur le dos, ils ont une caractéristique de coloration un peu spéciale. Tu as vu ce dos noir? Alors ça, c'est un quoi? Alors ça, c'est un propithèque de Verreau, une des 5 espèces de la côte ouest. Mais il me paraît un peu différent. Il faudra qu'on regarde ça un peu mieux. Ils n'ont pas dû voir beaucoup d'humains. Non, pas du tout. Donc la confrontation se fait à distance. Un peu méfiant tout de même. Il y en a un autre en bas. 1, 2... J'en vois 3. Tu veux reprendre les jumelles? C'est grégaire? Non, c'est une vie en famille. Mâle, femelle adulte, et puis 1 ou 2 petits. Ça ne dépasse pas 4 ou 5 dans la nature. On pourra peut-être s'approcher encore un peu, je pense. On les ferait pas trop, là, ça va. C'est bon. Je pense que la curiosité est réciproque. Tout à fait, réciproque. Ah, ça a une bonne tête, hein? Alors tu as vu les yeux, là, j'ai les propithèques, les yeux bien en avant, et puis une très grande mobilité du cou. Tu as vu, ils arrivent à retourner. Les yeux en avant et la mobilité du cou, c'est une étape importante de l'évolution. Oui, pour une parfaite vision du relief, une vision en 3 dimensions bien claire, de manière à sauter, puisque tu as vu, ce sont des sauteurs arboricoles, donc il faut repérer et évaluer la distance d'une branche qui est souvent à 5-6 mètres plus loin. Parce que dans la lignée des lémuriens, il y a déjà une évolution bien marquée. Ah oui, niveau adaptation. Oui, au niveau morphologique, justement, les microcèbes, les petits, et les lémures sont quadrupèdes, et la queue joue un grand rôle dans l'équilibre. Chez le propithèque, la queue diminue de taille, et l'indri n'a plus de queue. Il a juste une petite embryon, ça lui sert plus à rien. C'est vraiment le sauteur bipède. Qui descend dans l'arbre. Ouais, je le vois bien. Qui est dans l'arbre. Ils vont bouger. Hop, il saute.
Tu les vois, Nicolas, non? Je les ai perdus. Je les ai perdus de vue, moi aussi. Ouais. Tu sais, ce qu'on pourra faire, c'est aller de l'autre côté, dans l'autre faille, parce qu'ils communiquent avec l'autre faille. Et si ça se trouve, ils vont passer de l'autre côté. On y va? Passer d'une faille à une autre n'est pas une mince affaire. Dans le Macaï, quand l'obstacle à franchir n'est pas minéral, il est végétal. Les forêts du Jurassique devaient posséder cette majestueuse densité. C'est bon? C'est bon, ça va. Très bien, pas de problème. Je gère. Il y a combien de lémuriens qui se nourrissent de bambou comme ça? 3 espèces différentes, là. Et là, s'il y avait le petit apalémur, je suis sûr qu'il serait nouveau. Hein. Ça, Quand tu dis nouveau, c'est une nouvelle espèce. Ah, nouvelle espèce, oui. Puisqu'on en trouve quand même, ça fait déjà 3 ou 4 qu'on trouve. Les dernières espèces de lémuriens qui ont été découvertes, ça date de quand? Le dernier, il y a 3 ou 4 ans. Ah oui, donc les probabilités sont quand même pas totalement négligeables. Absolument. Et alors, Très fermé. ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 3 lémuriens qui se nourrissent de bambou et qu'aucun ne se fait concurrence parce que tu en as un qui mange la tige. Un qui mange la tige, l'autre qui mange les feuilles et le troisième qui mange les bourgeons terminaux. Et ils vivent ensemble, en parfaite harmonie. Le petit apalémur doré, découvert récemment au nord-est du Macaï, pourrait parfaitement vivre dans ce massif. Mais il serait inutile qu'ils séduisent une apparente congénère. Leurs amours auraient de grandes chances d'être stériles. En effet, par le biais de phénomènes adaptatifs liés au milieu très isolé, les espèces se ramifient jusqu'à ne plus pouvoir se reproduire entre elles. Évidemment, le rêve absolu pour un scientifique comme toi, ça serait que cette vallée révèle une espèce nouvelle, ce qui en soi ne serait pas du tout impensable, parce que quand on voit comment cette vallée est verrouillée par ces immenses falaises, on peut très bien imaginer une espèce de lémurien qui va évoluer un peu différemment d'une espèce qui va être à quelques encablures d'ici, quoi. Oui, cet isolement, il est pas récent hein, quand même. Hein, il remonte à ce relief, donc quelques millions d'années certainement. Et c'est vrai que ça favorise ces petits isolats. Hein, donc génétiquement, tu as des populations isolées. Et de ce fait, elles peuvent dériver hein, et créer soit des formes différentes, soit des sous-espèces. Et puis ça peut aller jusqu'à l'espèce. Parce que ce qu'il faut essayer de réexpliquer pour comprendre comment l'évolution procède, d'abord, tout démarre des différentes mutations. Hein. Voilà. Chaque être vivant peut avoir dans son patrimoine génétique quelques aberrations, on va dire, quelques mutations. Et après, la sélection va piocher dans ces différentes mutations. Alors une mutation, c'est un changement de forme, changement de couleur, un organe qui disparaît, un organe qui apparaît. Et la sélection, en fonction d'un certain nombre de critères, qui sont des critères d'adaptation, va piocher là-dedans et favoriser évidemment les plus intelligents, on va dire, ou en tout cas les mieux adaptés, les plus résistants. En tout cas, les mieux adaptés, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on appelle la radiation évolutive? Alors la radiation évolutive, c'est justement toute cette possibilité de milieux diversifiés et donc d'adaptation à chacun de ces milieux. Et la radiation évolutive est la résultante de toutes ces adaptations dans la globalité de Madagascar, avec à chaque fois des espèces différentes. Et alors l'intérêt par rapport à d'autres îles comme les Galapagos et autres, c'est que cette radiation évolutive et cette évolution, elle se pratique depuis 40 ou 50 millions d'années. Donc, si tu veux, la radiation est allée beaucoup plus loin dans l'adaptation et dans la diversité des formes. C'est allé très loin dans le niveau zoologique, si tu veux. Et depuis que le lémurien a pris possession de Madagascar, il y a eu combien d'espèces, y compris celles qui ont disparu a priori? Alors là, on est à Vingtaine. largement... Non, oh là là, on est à plus de 50 espèces Ah oui, c'est énorme. différentes. Ouais. C'est énorme, Alors, chose étonnante, c'est que Madagascar a quitté l'Afrique sans grand prédateur. tout à fait. Exception du fouche, de ce carnivore qui est issu des vivéridés, donc des genettes. Et qui est devenu un prédateur en l'absence d'autres. Parce qu'à la limite, s'il y avait eu d'autres prédateurs, il n'aurait pas eu le loisir d'évoluer tel qu'il a évolué. Non, et puis si tu veux, ce qui s'est passé pour les carnivores, c'est exactement comme les lémuriens. Il y a une radiation évolutive chez les carnivores. Hein, il y a une dizaine d'espèces de carnivores. Et le fouche est celui qui s'est adapté aux formes arboricoles, à celles qui vivent dans les arbres. Et donc c'est pour ça qu'il a pris cette allure un peu de puma et qui se rapproche énormément des félins.
Exemple le plus probant de la radiation évolutive, le fouche a occupé une place de choix laissée vacante sur la grande île, celle du superprédateur. Là encore, l'adaptation à l'isolat géographique a joué un grand rôle. Le fouche aurait pu rester un mammifère insignifiant, ayant disparu depuis longtemps de la surface du globe. Mais l'Arche de Noé malgache en a décidé autrement, et il a su se spécialiser pour devenir le tigre de Madagascar. Il est l'un des animaux les plus mystérieux de la planète. Il est quasiment impossible de le surprendre, excepté quelques jours par an, lors de sa parade d'amour. Dans la forêt sèche de Kirindi, à l'ouest de Madagascar, une équipe d'Ushuaïa Nature a fini par dénicher un petit groupe de fouches. Combien sont-ils sur l'île? Quelques centaines ou quelques milliers? L'estimation est impossible. Les fouches ne sont souvent que de fugitives silhouettes. 1,50 m, de 12 à 15 kg, une tête de puma et un corps de loutre, le fouche est doté de pattes courtes, terriblement musclées, terminées par d'énormes coussinets qui sertissent des griffes rétractiles de plusieurs centimètres, faisant de lui un formidable grimpeur. Cette facilité à se rendre au sommet des plus grands arbres lui permet de débusquer oiseaux et lémuriens coureurs arboricoles. Seuls les propithèques sauteurs ont quelque chance d'échapper à ces bonds de plusieurs mètres, équilibrés par la grande queue lui servant de balancier. Vers la 2e ou 3e semaine du mois de novembre, au début de l'été austral, le fouche est obnubilé par le rut. Il en oublie sa méfiance instinctive vis-à-vis de l'homme, qui va devenir voyeur bien malgré lui. Très précisément à cette période, le fouche entame sa parade nuptiale, une danse d'amour au sommet des hautes branches. Chaque année, la femelle revient sur le même arbre, en haut duquel auront lieu les ébats. Parfois, il lui faut défendre sa place contre une autre prétendante, généralement plus jeune, mais moins aguerrie. Après 24 ou 48 heures, Dame Fouche s'installe définitivement, dispersant sa puissante odeur de femelle en chaleur à tous les vents. Celle-ci est immédiatement perçue par les mâles excités rôdant dans les environs. Ils arrivent peu à peu et rejoignent les branches inférieures de l'arbre conjugal. Alors ils se défient, se poursuivent et se battent pour la possession de la belle. À l'issue de ces joutes, le plus fort grimpe vers la fourche où se trouve la femelle. Avant de s'offrir, celle-ci fera patienter son soupirant pendant encore 1 ou 2 journées. Les autres mâles ne se découragent pas et attendent leur tour. La femelle fouche accepte facilement le multipartenariat, peut-être parce qu'elle n'est féconde que quelques jours par an. Alors on ne sait jamais. Si son premier partenaire s'avérait stérile, un second, moins séduisant, ferait peut-être l'affaire, et pourquoi pas un troisième. Ces accouplements répétés finiront sans doute par aboutir. Dans le cas contraire, la femelle devra attendre encore une longue année avant d'avoir une chance de voir naître des petits. Peu prolifique, pas plus de 2 à 4 bébés par portée, elle se donne donc tous les moyens d'y parvenir. 70 jours plus tard, en pleine saison des pluies,
La femelle devrait mettre bas, mais cela n'arrive qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Heureusement, l'espérance de vie du fouche est relativement importante, 25 ans en moyenne. Cela garantit une parfaite stabilité de la population. Bien qu'ayant eu des ancêtres d'une taille 2 fois supérieure, disparus il y a 2 ou 3 000 ans, le fouche ne semble pas en danger d'extinction malgré la régression de la forêt primaire. Sa remarquable capacité d'adaptation à tous les biotopes de l'île lui a permis de traverser le temps. On l'entreaperçoit désormais sur tout le territoire malgache, jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, à 2500 mètres d'altitude. Le fouche rôde souvent près des villages pour y voler quelques poules, accentuant ainsi sa mauvaise réputation. Alors, certains villageois n'hésitent pas à le piéger pour le consommer, grillé au feu de bois. L'observation du fouche, dans une intimité à mi-chemin entre douceur et violence, certaines femelles se font parfois cruellement mordre au cours des ébats, est une chance inespérée. De nombreux scientifiques tentent d'étudier ce carnivore sans équivalent dans le monde et qui leur pose un vrai problème de classification animale. Il appartient à la famille des vivéridés, comprenant les civettes, les genettes et les mangoustes. Mais comme cette famille a donné naissance aux félidés, dont le fouche possède de nombreuses caractéristiques, il semble bien que l'étrange animal soit un félin archaïque, un témoin de l'évolution entre 2 familles, un fossile vivant comme seul sait en abriter Madagascar. À 250 km des côtes occidentales malgaches, au cœur du canal du Mozambique, émerge Europa, une minuscule possession française de quelques kilomètres carrés. Ce caillou d'origine corallienne est un sanctuaire exceptionnel. Vu du ciel, il ressemble curieusement au plus célèbre de ses hôtes, la tortue verte. Chaque année, ces grandes voyageuses océaniques se rendent par milliers dans les eaux tranquilles d'Europa pour tenter de pérenniser leur espèce. L'accouplement des tortues vertes, filmé comme un gracieux ballet aquatique, est en fait un viol pur et simple. La morphologie du mâle facilite la chose. 2 griffes situées sous ses nageoires antérieures lui permettent de s'agripper dans les encoches de la carapace de la malheureuse élue. Confortablement positionné, le mâle se laisse porter. Obligé de nager pour 2, la femelle s'essouffle vite et doit remonter souvent à l'air libre pour prendre sa respiration. Pour Dame Tortue, l'accouplement est un enfer. Elle tente bien de se débarrasser de la pesante surcharge masculine en la propulsant sur les patates de corail, mais rien n'y fait, la prise est trop solide. Il arrive parfois qu'un 2e, voire un 3e mâle, tente de s'accrocher au couple déjà formé. Alors la femelle épuisée est entraînée vers le fond et meurt noyée.
Europa est un sanctuaire pour les tortues vertes, mais aussi pour les frégates. Prédateurs immédiats des centaines de bébés tortues naissant de ces accouplements répétés au large de l'île, les grands oiseaux noirs ne laissent aucune chance à leur proie. Lorsque les œufs éclosent au cours de la journée, la durée de vie des petites tortues à la sortie du nid est de quelques secondes. Il y a 120 000 ans, Europa était une immense ville de corail. Depuis, les eaux ont baissé et la dissolution de ce massif a formé un superbe lagon où se concentre une partie de la faune marine. Une épaisse mangrove s'est développée autour du lagon. Nicolas Hulot et le biologiste marin Laurent Balesta profitent de l'exceptionnelle transparence de l'eau pour découvrir les mystérieux dessous de cette forêt amphibie. J'ai toujours entendu dire que les mangroves étaient parmi les endroits les plus riches au niveau écologique sur la planète, c'est vrai? Les plus riches et en même temps les plus frustrantes pour le naturaliste, je dirais, parce que c'est toujours des eaux très turbides et on peut rarement y apprécier la biodiversité, en tout cas visuellement. Et là, on a une chance exceptionnelle, c'est que le fait que cette mangrove soit sur une assise calcaire très dure, sur un socle corallien, il y a très peu d'eau turbide, très peu de boue, et ça permet d'aller y voir vraiment toute la faune qui s'y réfugie. T'as vu, il y a du monde. Une des spécificités d'Europa par rapport à toutes les îles éparses, c'est que c'est la seule qui est une mangrove dans son lagon, ce qui est très rare sur des îles Océanique. Ouais. La deuxième spécificité, c'est que la morphologie de cette île, qui est très particulière, qui est effectivement un karst corallien, un peu d'ailleurs le même genre de constitution corallienne et calcaire que l'on a vu dans le massif de Lanterne ou dans les Tsing de Madagascar, sauf que celui-là est probablement plus récent et évidemment subit encore les variations du niveau de la mer. Ça renforce sa valeur patrimoniale, c'est-à-dire que Europa mérite d'autant plus d'être protégée qu'elle est unique par sa formation géologique. Voilà un lieu totalement préservé, puisque la présence de l'homme ici a toujours été totalement négligeable ou dérisoire ici, tout au moins dans son impact. Allez, je propose qu'on essaie de voir si on trouve un petit chenal, et à ce moment on essaie de rentrer vraiment dans la mangrove. On rentre là. Cet incroyable labyrinthe est formé d'un entrelac de racines de palétuvier. Ces racines aériennes s'arc-boutent sur le sol vaseux pour pallier le manque d'oxygène. 2 fois par jour, la marée couvre et découvre le fragile écosystème indispensable à la survie de nombreuses espèces. Tout à leur exploration, Nicolas et Laurent Balesta se laissent surprendre par le passage d'un banc de ludgens à taches noires à la recherche de débris provenant de la décomposition végétale. Soudain, une petite tortue jaillit devant les plongeurs. Surprise par la taille inhabituelle des visiteurs,
elles s'éloignent à grands coups de nageoire. Intrigués, Nicolas et Laurent ne sont pourtant pas au bout de leur étonnement. De toute évidence, la tortue verte n'est pas égarée. 2 ou 3 de ses congénères évoluent dans le même endroit. Leur petite taille explique ce regroupement. Ce sont des juvéniles encore incapables de se défendre face aux grands prédateurs rôdant autour de l'île. Requins marteaux et autres mérous géants auraient vite fait de les considérer comme de croustillants hamburgers. L'enchevêtrement végétal de la mangrove est un piège pour les grands poissons. Ils refusent de s'y aventurer. Alors les jeunes tortues se réfugient tout naturellement dans ces nurseries un peu spéciales où elles passent des années à grandir. Parfois, la mangrove se retourne contre ses protégés. Il n'est pas rare qu'une jeune tortue se prenne dans les racines de palétuvier et ne puisse se libérer. La noyade est inéluctable. Génial. Ça, c'est quand même la grande découverte C'est vraiment inattendu. totalement inattendue d'Europa, c'est que les différentes missions scientifiques qui sont passées ici, on ne peut pas dire qu'ils ont mis très en valeur l'écosystème des mangroves. Ils ont signalé la présence des mangroves, mais ils ne nous ont pas vraiment incité à y aller. En tout cas, ils nous ont pas parlé du fait qu'on trouvait autant et en grande quantité ces jeunes tortues immatures sexuellement qui font 30-40 cm. De trouver des tortues dans un décor végétal comme ça. C'est d'autant plus, à la limite, surprenant, voire une information importante, parce que on connaît évidemment très bien le début de la vie des tortues, on connaît bien la phase où les tortues reviennent pour se reproduire, mais entre les deux, c'est probablement le comportement animal le plus énigmatique. Que font les tortues marines entre la naissance et la reproduction? On sait peu de choses. Ah non, c'est clair. Et qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Forcément, elles ne sont pas là pour se reproduire, elles n'en ont pas l'âge encore. Donc elles viennent se réfugier, elles viennent se nourrir, même si apparemment il n'y a pas énormément d'herbiers. Tu penses qu'elles pourraient se nourrir des jeunes pousses de palétuvier, choses comme ça? Écoute, pourquoi pas? On sait en tout cas que dans leurs jeunes années, les tortues vertes n'ont pas qu'un régime herbivore. Elles ont une tendance aussi à pouvoir manger des petits invertébrés, beaucoup d'autres choses. Et donc on sait qu'une mangrove, c'est très riche en invertébrés, riche en matière organique. Donc peut-être elles trouvent une autre source de nourriture. Mais il y en a qui avaient l'air de dormir quand on est arrivé. Ouais. Hein. C'est la première fois qu'elles doivent voir quelqu'un s'enfoncer aussi profondément dans les mangroves, sous les arbres. Il faut se méfier parce que quand ça a peur, une tortue, ça... ça fonce, hein. Ça va jusqu'à 35 km/h. Quand on prend une dans le nas, ça fait mal. Allez, on va essayer de retrouver la sortie. Je te laisse aller, je te suis. Au crépuscule, les femelles se hissent sur la plage pour venir pondre. À grands coups de nageoire, elles creusent une première cavité. Le sable humide atteint,
Elles réalisent alors un puits parfait de 60 à 80 cm de profondeur. Le nid est enfin prêt. La tortue verse quelques larmes pour chasser le sable de ses yeux. Le travail commence. Il faudra encore plus d'1 heure pour expulser une centaine d'œufs de la taille d'une balle de ping-pong. La nuit est le moment idéal pour qu'éclosent les œufs pondus 2 mois auparavant. Mais les crabes fantômes ont remplacé les frégates qui dorment à bec fermé. Les bébés tortues qui auront surmonté cette ultime épreuve terrestre doivent rapidement fuir Europa et prier pour que les petits poissons ne les mangent pas. À l'aube, les femelles épuisées par leur chemin de croix regagnent la mer. Elles pondent chaque année plus de 3 millions d'œufs sur Europa. 300 deviendront des tortues adultes. L'énergie là encore. Hein. Ça doit être une délivrance pour elles. Hein. Le problème, c'est c'est vraiment que la libération. Là. le calvaire des femelles n'est pas fini quand elles arrivent à l'eau parce qu'il y a les mâles qui attendent au large et elles n'ont même pas le temps de se reposer la plupart du temps. Comme en général les mâles sont en sureffectif, elles sont vraiment sollicitées. Quoi. Il y en a une au fond là-bas. De temps en temps, tu vois des pelletées de sable comme ça. En tout cas, quand tu vois le nombre de trous sur la plage, c'est... On va s'approcher doucement de celle-là. Quand on voit cette île, ça illustre bien les conditions nécessaires pour que les tortues trouvent un minimum d'environnement favorable à la reproduction. Et malheureusement, ce type d'endroit, ce type de lieu est de plus en plus rare à l'échelle de la planète, car autant pendant des millions d'années, les tortues ont pu revenir sur leur zone, la zone où elles sont nées quelques années plus tôt, et autant depuis quelques décennies, il arrive régulièrement qu'au moment où elles reviennent, elles vont trouver des constructions, des lumières qui vont à la fois les dissuader ou les empêcher de revenir, et que les zones de ponte sont de plus en plus rares, et qu'en plus, souvent, les hommes qui vivent à ces endroits-là vont eux-mêmes être des prédateurs. Ouais. La prédation humaine a été très importante. On a tenté d'estimer, sur les 3 derniers siècles, environ 100 millions de tortues avaient été capturées par l'homme. Essentiellement des femelles en général, vu que c'est sur les plages, ce qui a sûrement déséquilibré en plus la proportion de mâles et de femelles chez l'espèce. Et du coup, aujourd'hui, les effectifs sont terriblement réduits. Hein. On a très peu d'idées sur l'effectif total, mais c'est 1, 2, 3 centaines de milliers de tortues vertes, mais pas plus. Et les tortues vertes ont payé le plus lourd tribut parce que... le cochon des mers, on les appelle. Le cochon des mers. Il faut dire que tout est utilisable chez les tortues vertes. Carapace, écailles, bec et la chair qui est très appréciée. Absolument tout est utilisé. En fait, ce qui est à la fois étonnant et paradoxal à Europa, c'est que c'est vraiment le sanctuaire au sens premier du terme. C'est une refuge, une réserve intégrale. Globalement, si l'ensemble de la planète avait été aussi épargné qu'Europa, on n'arrête pas de mouron à se faire. Mais le corollaire du succès écologique et de la réussite écologique de l'île, c'est que partout ailleurs, c'est la dévastation absolue. Et s'il y a une telle saturation, notamment au niveau des tortues vertes à Europa, c'est qu'elles ne trouvent aucune tranquillité et sérénité dans le reste, notamment de l'océan Indien. C'est probablement un des lieux de ponte les plus c'est un des fréquentés. Plus importants de l'océan Indien. Ouais. Et il y a un contraste saisissant entre cette île où la nature trouve encore une certaine tranquillité et Madagascar, nous avons été pendant toute cette émission. Il ne faut pas céder à l'illusion des 2 zones où nous avons été, qui certes sont des sanctuaires protégés par leur inaccessibilité, l'Ancarne et le Macaï, mais Madagascar a probablement payé l'un des plus lourds tributs qu'il soit à la déforestation, et comme Lucie Lalorge nous l'a rappelé, c'est autant de molécules, de substances
dont l'humanité se prive avant même de les avoir inventoriés, et dont la médecine de demain va être privée. Et définitivement, nos civilisations font fausse route quand elles se développent toujours aux dépens de la nature. Je ne sais pas quelles pourraient être les solutions, mais peut-être qu'il faudrait qu'on se dote un peu des mêmes facultés que les caméléons. Un œil tourné vers l'avenir et un œil tourné vers le passé pour tirer des enseignements de nos erreurs, mais on est bien loin de cette sagesse proverbiale malgache. On va la laisser un peu tranquille, on va s'éloigner un peu. Les retardataires effacent toute trace pour éviter la prédation des œufs. Mais les frégates viennent de repérer l'émergence matinale de bébés tortues et se regroupent en formation d'attaque. Oh. Alors moi j'aime bien les oiseaux, mais là c'est plus mes copains du tout. Du tout. Regarde ça. C'est le problème. En fait, pour détecter les endroits où les tortues viennent au jour, il suffit de se fier aux colonnes d'oiseaux qui n'attendent que ça au-dessus. Moi, pour une fois, je vais intervenir dans le processus écologique. Comme on ne voudra pas, j'en prends 2, 3 et je vais leur donner une chance. Je te laisse. Surveille le nid. Leur faire franchir ce passage. Oh non, parce que c'est trop mignon. Foutez-moi la paix là-haut. Le combat n'est pas du tout égal, quoi. Quand on voit les milliers d'oiseaux et cette toute petite tortue, ils n'ont qu'une chance de franchir cette bande de sable. Au moins ces trois-là, on leur donne une chance de plus, mais encore, leur destin va peut-être se sceller dans les premiers mètres d'eau. On dit qu'elles sont programmées comme ça pour battre des nageoires pendant 2-3 jours, le temps d'atteindre les eaux du large, où là, évidemment, elles commenceront à avoir quelques certitudes de vivre un peu plus longtemps. Et quand on imagine que pour certaines d'entre elles seulement, au terme de quelques années comme ça de migration incertaine et combien périlleuse, elles vont arriver à revenir à l'endroit précis de leur naissance. Je crois que ça nous fait pénétrer, nous les humains, dans une zone énigmatique, un espace d'ignorance absolue, encore à l'abri de nos convoitises. Peut-être qu'un jour d'ailleurs on sera initié à tous ces secrets, mais je pense que pour cela il faudra que l'humanité courtise différemment la Terre et fasse allégeance à la nature, et peut-être à ce moment-là nous découvrirons que la notion d'être inférieur ou supérieur est définitivement obsolète, nulle et non avenue. Bonsoir. Allez. Ah non! Ah non! Ah non! Oh là 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 là! La nature est définitivement trop cruelle. Et voilà. On aura essayé, hein. C'est pour ça que c'est pas la peine de rajouter de la prédation à la prédation.